Mais bien sûr que je suis choqué par la mort de tout homme. En tout cas, je ne m'en réjouis pas et je laisse l'enquête se développer. D'après ce que j'ai lu, George Floyd ne serait pas mort d'asphyxie, mais l'autopsie est en cours. La contention, c'est l'enquête qui se développe. Moi, je ne sais pas. Je ne suis pas aux États-Unis. Il faut laisser l'enquête se développer. Ce que je constate, c'est qu'aujourd'hui, il y a des émeutes qui prennent l'allure de véritables racismes anti-blancs. Les blancs sont des cibles, les policiers aussi, parce que l'on a instrumentalisé cette affaire. Il faut que cette affaire aille jusqu'au bout, jusque l'enquête sur les conditions de la mort de George Floyd soit connue et que l'on arrête de jeter de l'huile sur le feu. Gilles Boyer. Pas la première fois. La police à Minneapolis, c'est une ville dont le maire est démocrate. Il n'est pas de la boutique comment dirais-je, politique de Donald Trump, comme le Minnesota d'ailleurs, et qui est dirigé par un gouverneur démocrate. Mais là, c'est l'attitude d'un policier qui est contestée. Le chef de la police est nommé par le maire aux États-Unis. Je tiens quand même à le préciser. Et si les Noirs sont des victimes, parce qu'aux États-Unis, on a le droit de parler de communauté, voire d'aborder les choses sur le plan racial, ce qui est interdit en France. Et c'est dangereux, parce que à ce titre-là, l'on peut évoquer dès lors qu'en 2019, 235 Noirs ont été tués par la police et 370 Blancs. Donc si l'on commence à entrer dans ce discours racial, cela peut nous amener à tirer des conclusions qui pourraient être hâtives ou interprétables. Alors on pourrait se demander quelle est la couleur de la peau des policiers qui ont tué un tel ou un tel. Donc il faut faire très attention à ce genre de discours. Il n'y a pas de racisme structurel. Ou ce que je vois de façon plus proche, c'est ce qui se passe en France. Et en France, on essaie aussi de faire passer la police pour une police raciste, alors qu'elle est la victime des racailles. Moi, je n'ai pas peur quand je croise une patrouille de police. J'ai peur où je me tiens sur mes gardes quand je croise une patrouille de racailles. Et en France, on n'a pas besoin qu'il y ait un mort pour qu'il y ait des émeutes. On l'a vu pendant le confinement. Il a fallu qu'un jeune homme à moto, qui a été condamné à 14 reprises, chute de sa moto parce qu'il n'avait pas de casque, pour que cela s'embrase et que la police soit accusée de tous les maux, ce qui est tout à fait scandaleux et inexact. Donc moi, je sais comment cela se passe en France, qu'il y a une manipulation, une instrumentalisation, voire des mensonges qui tendent à salir la police. Et on peut imaginer que ça puisse se passer de temps en temps aussi aux États-Unis. On est bien obligé de constater que lorsqu'il y a un individu de couleur noire aux États-Unis qui est victime ou qui serait victime de violences policières, eh bien, c'est l'embrasement médiatique, c'est l'embrasement dans les rues, c'est l'hyperviolence. On va piller les magasins pour dénoncer une violence policière, ce que je trouve assez curieux. Ces images que vous voyez qui sont insoutenables ne justifient pas, à votre avis, qu'il y ait un embrasement? N'expliquent pas qu'il y ait un embrasement. Je ne vois pas le rapport entre la volonté de dénoncer ce qui serait une violence policière avec le pillage de magasins, aller voler un écran plat et des vêtements de sport, à attaquer la police, à brûler des équipements publics, comme on le voit en France, encore une fois. En France, lorsqu'il y a un accident, eh bien, ce sont les équipements publics qui sont incendiés, payés par le contribuable, ce sont les policiers qui sont attaqués. Et on prend ce prétexte de ce qui aurait pu être une bavure policière, alors qu'en France, à chaque fois, il est démontré que la police était dans son bon droit. À chaque fois, je vous renvoie vers l'affaire Théo. Vers l'affaire Théo, le président de la République, de François Hollande, s'était déplacé au chevet de ce qui était en réalité un menteur et même une petite crapule. On attend toujours les excuses de François Hollande et du concert de pleureuses qui avait insulté la police. On attend toujours. La violence n'est jamais une réponse à la violence, évidemment. Il faut condamner les violences et les pillages. C'est un combat politique, c'est un combat de société qui se joue aux États-Unis. Il y a les élections au mois de novembre. C'est sur ce terrain-là que ce combat doit être mené. Oui, des élections qui s'annoncent d'ailleurs comme les plus brutales de l'histoire des États-Unis. Et donc voilà, on verra bien qui gagne. Vous avez raison, il y a des élections, bien entendu. Mais je veux dire par là que... C'est de cette arme-là qu'il faut se munir, se saisir. C'est le bulletin de vote. Faire preuve de violence. Regardez les images. Je veux dire, les voitures de police incendiées, c'est des pères de famille qui ne font preuve d'aucune violence. Je viens exactement de rappeler. Ils sont la cible d'extrémistes encadrés par ces antifas, encore une fois. Je crois que le président Trump a eu raison de les qualifier de terroristes, alors qu'en France, ils sont
choyés, ils sont rarement condamnés, et c'est raison pour laquelle d'ailleurs ils récidivent à chaque manifestation, ils sombrent dans l'hyperviolence. Cela vient d'être dit, et je peux être d'accord avec vous au moins sur ce point, c'est que si des mesures ont été prises pendant le confinement, le plus dur est devant nous, pour les entreprises et pour leurs salariés. Les effets de cette crise sanitaire, les effets économiques et sociaux vont se faire sentir là, dans quelques semaines, dans quelques mois ou dans l'année 2021. Donc c'est maintenant qu'il faut serrer les boulons et qu'il faut prendre des mesures pour protéger nos entreprises et non pas pour les menacer davantage. Elles subissent déjà le pire de la droite, c'est-à-dire l'ultralibéralisme, et le pire de la gauche, l'hyperfiscalité. Va-t-on les mettre en danger de façon plus forte encore en les faisant supporter 15% du chômage partiel? Moi, je dis non. Je dis non, s'il y a de l'argent à trouver, il y en a de l'argent à trouver. Nous sommes contributeurs au budget européen de 7 milliards d'euros. La fraude sociale, c'est 45 milliards d'euros selon un rapport du Sénat. Et la fraude fiscale, c'est 100 milliards d'euros, sans parler de la fraude migratoire. Donc de l'argent, si l'on veut en trouver pour nos entreprises, il y en a. Il est hors de question que les salariés pâtissent de ces mesures, de ce chantage au chômage. Je rappelle qu'ils étaient dans la rue il y a quelques mois. L'Union européenne en trouve de l'argent, puisque l'Union européenne prépare un plan de relance à coût de centaines de milliards, justement pour soutenir les secteurs les plus en difficulté. Est-ce que cet argent-là, vous le refusez? Je rappelle que ces salariés, ceux qui travaillent, ces Français qui travaillent, étaient dans la rue il y a quelques mois, ces gilets jaunes, quand ils n'étaient pas pollués par ces extrémistes d'extrême gauche et les antifas, et qui faisaient savoir que leur salaire ne leur suffisait déjà plus pour vivre. Et on va leur demander de le baisser? C'est insupportable. Je dirais même, c'est carrément dégueulasse de faire ça. Vous parliez des entreprises, on pourrait parler des salariés. Ça va être perdant-perdant, les entreprises et les salariés. Qui subissent des chantages insupportables. Juste cette question-là, sur l'argent européen qui va être dédié à tous les pays si l'accord est voté. Effectivement, ça n'est pas encore fait, mais si ça se fait, est-ce que vous l'acceptez? L'argent européen, c'est l'argent des Européens. C'est l'argent des contribuables européens, c'est l'argent de la BCE, de la Banque Centrale Européenne. Cet argent, il ne sort pas de la poche de la Commission, il sort de la poche en tout cas de ceux à qui il faudra le rembourser. Il faudra le rembourser. Et ce que je constate, c'est que la Commission européenne en profite pour mettre en place l'un de ses objectifs, voire l'un de ses rêves, c'est une mainmise fiscale, la mise sous cloche de notre souveraineté fiscale. C'est désormais auprès de l'Europe que nous allons avoir une fiscalité, et cet argent dont on voudrait nous faire croire qu'il va nous être offert, en réalité, c'est une mainmise de l'Europe, de la Commission européenne, sur notre souveraineté fiscale. Et moi, ce système-là, j'y suis hostile. Ce système-là, j'y suis hostile. Maintenant, l'investissement, je viens de le dire, il peut être trouvé par nos propres moyens, sans être mis sous la coupe de cette Commission européenne. Gilles Boyer. Voulez-vous financer des ressources propres sans avoir recours à l'impôt? Mais ce sera. Mais qui va payer? Mais ce sera des contributions. C'est nous qui allons payer. Mais c'est par exemple des contributions sur le plastique, des contributions sur la taxe carbone. Mais qui va payer la taxe? Mais les entreprises étrangères en dehors de l'Union européenne. Et vous venez de dire que ce sont les pays contributeurs qui rembourseront le pays contributeur. C'est nous, c'est la France, c'est nous qui contribuons le plus. Je viens de vous dire donc c'est nous qui allons payer. C'est la raison pour laquelle nous proposons une augmentation des recettes de l'Union avec les mécanismes qui seront aux frontières extérieures de l'Union et non pas à l'intérieur de l'Union. Vous allez faire payer les autres. Pardon? Vous allez réussir à faire payer les autres. Parce que très exactement. Vous venez de dire que ce sont les pays contributeurs qui vont payer. Les pays contributeurs en particulier, c'est la France. Vous avez cette obsession de compter les sous et de savoir si la France récupère. J'ai cette obsession. Mais bien entendu, mais vous ne pensez pas que nous avons un destin? Attendez, on n'entend pas. Cette obsession. Il y a une communauté de destin entre les pays de l'Union européenne. Vous ne pouvez pas contester ça. Enfin, je veux dire, si l'Italie et l'Espagne demain ne peuvent plus payer, vous pensez qu'on n'a pas d'échange avec ces pays? Vous pensez qu'on vit tout seul? Rien n'empêche de continuer à échanger, sans qu'on soit obligé de se mettre sous la coupe fiscale de l'Union européenne. On peut prendre des mesures nous-mêmes, comme l'Italie, comme la France. On peut continuer à travailler ensemble sans que notre souveraineté fiscale soit diluée dans l'Union européenne. Nous pouvons, Matteo Salvini, avoir un État stratège et un État protecteur. Je crois que Matteo